17 juillet. Enfin, c'en est fait. La Brinvilliers est en l'air. Son pauvre petit corps a été jeté après l'exécution dans un fort grand feu et les cendres au vent, de sorte que nous la respirerons. Et par la communication des petits esprits, il nous prendra quelque humeur empoisonnante, dont nous serons tout étonnés. Elle fut jugée dès hier. Ce matin, on lui a lu son arrêt, qui était de faire amende honorable à Notre-Dame et d'avoir la tête coupée, son corps brûlé, les cendres au vent. On l'a présentée à la question. Elle a dit qu'il n'en était pas besoin et qu'elle dirait tout, en effet jusqu'à 5 heures du soir. Elle a compté sa vie, encore plus épouvantable qu'on ne le pensait. Elle a empoisonné 10 fois de suite son père. Elle ne pouvait en venir à bout, ses frères et plusieurs autres, et toujours l'amour et les confidences mêlées partout. Elle n'a rien dit contre Penautier. Après cette confession, on n'a pas laissé de lui donner dès le matin la question ordinaire et extraordinaire. Elle n'en a pas dit davantage. Elle a demandé à parler à monsieur le procureur général. Elle a été 1 heure avec lui. On ne sait point encore le sujet de cette conversation. À 6 heures, on l'a menée nue en chemise et la corde au cou à Notre-Dame, faire l'amende honorable. Et puis on l'a remise dans le même tombereau, où je l'ai vue jeter à reculons sur de la paille, avec une cornette basse et sa chemise, un docteur auprès d'elle, le bourreau de l'autre côté. En vérité, cela m'a fait frémir. Ceux qui ont vu l'exécution disent qu'elle a monté sur l'échafaud avec bien du courage. Pour moi, j'étais sur le pont Notre-Dame avec la bonne d'Escars. Jamais il ne s'est vu tant de monde, ni Paris si ému, ni si attentif. Et demandez-moi ce qu'on a vu, car pour moi, je n'ai vu que le cornette. Mais enfin, ce jour était consacré à cette tragédie. J'en saurai demain davantage, et cela vous reviendra. En effet, comme l'exprime si bien Madame de Sévigné, que vous venez d'entendre à l'instant, c'est une affaire qui a remué les esprits et secoué les foyers. Cette affaire des poisons, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour ça, il va falloir se replonger dans l'époque concernée, c'est-à-dire la fin du XVIIe siècle. Alors là, nous sommes à l'époque où la monarchie absolue de Louis XIV atteint son apogée et Versailles devient le centre rayonnant du royaume. Et à ce moment-là, entre 1677 et 1682, on a un scandale d'une noirceur saisissante qui vient fissurer les ors du pouvoir, et c'est cette affaire des poisons. C'est un vrai tumulte judiciaire qui va secouer la France pendant ces quelques années et qui va avant tout révéler l'existence d'un vaste réseau criminel qui entremêle empoisonnement, sorcellerie, messe noire, conspiration, donc tout un monde occulte tapi dans l'ombre du trône. Quel a été le point de départ de cette affaire quasi européenne, si je puis dire. Alors au départ, c'est une histoire de famille. Il s'agit en fait de la marquise dite de Brinvilliers, qui est arrêtée après avoir été accusée d'avoir lentement empoisonné son père et ses 2 frères, comme l'expliquait Madame de Sévigné juste avant, de manière à pouvoir hériter de leur fortune. Donc une histoire, j'ai envie de dire, somme toute, relativement banale chez les élites. Son procès,
qui va être marqué par des aveux arrachés sous la torture. On a des images qui montrent effectivement la Brinvilliers allongée sur une espèce de table en bois, entourée de plusieurs hommes et un entonnoir coincé dans la bouche. Ici, on a aussi une exécution publique d'une violence spectaculaire en 1676. Madame de Sévigné vous en parlera de nouveau à la fin de ce podcast. Tout ça fait sensation à l'intérieur du royaume. Et l'horreur de ce crime, en fait, réveille des soupçons d'empoisonnement, en réalité beaucoup plus nombreux et surtout moins visibles, et ce, jusque dans les plus hautes sphères de la noblesse. Sous l'impulsion du lieutenant-général de police Nicolas de la Reynie, on a une enquête de grande ampleur qui est lancée. Très vite, qu'est-ce qui va se passer ? La justice va mettre au jour tout un univers parallèle, une véritable industrie du poison centrée autour d'alchimistes, d'apothicaires et de devineresses de la capitale. On découvre alors à Paris un véritable marché clandestin de poudres toxiques, de talismans, de filtres d'amour, de sorts destinés à manipuler, séduire, voire même à éliminer. Les accusés se recrutent autant parmi les marginaux que les gens de cour. Il y a un nom qui revient beaucoup, qui revient avec insistance, c'est celui de Lavoisin. Alors Lavoisin, c'est, comment vous la décrire ? C'est à la fois une sage-femme, une cartomancienne et une trafiquante d'arsenic. Cette femme devient le visage du scandale. Elle aurait, selon les témoignages de l'époque historique, organisé des messes noires où des nouveau-nés étaient sacrifiés. On mêlait leur sang à des rituels diaboliques censés obtenir la faveur des puissants. Elle tient salon dans sa maison de la rue Beauregard à Paris, où viennent se croiser des nobles désespérés, des serviteurs intrigants et des petits criminels. Et là, encore une fois, dans une histoire de famille, elle n'est pas seule. On a autour d'elle des figures qui gravitent, comme l'alchimiste Le Sage, la sorcière Marie Bosse, mais, et surtout, sa propre fille, l'empoisonneuse Marguerite Monvoisin. Lorsque la police découvre des carnets où figurent les noms des clients, vous imaginez des aristocrates, des magistrats, des dames de compagnie, l'affaire prend une dimension vertigineuse. Le scandale s'infiltre jusque dans le lit du roi. La marquise de Montespan, la favorite officielle de Louis XIV et mère de plusieurs de ses enfants, est nommée à demi-mot dans les aveux. On l'accuse d'avoir eu recours au service de Lavoisin pour conserver l'amour du roi par les fameux filtres et les messes blasphématoires. Si aucune preuve définitive ne sera retenue contre elle, sa réputation ne s'en remettra jamais tout à fait. Du côté du roi, qu'est-ce qui va se passer ? Face à l'ampleur de la crise, le roi crée en 1679 une juridiction spéciale, la fameuse Chambre ardente, composée de magistrats chargés de juger secrètement les affaires liées uniquement au poison. Et pendant 3 ans, cette chambre va rendre des centaines et des centaines de décisions. Des arrestations, des interrogatoires, des tortures, des exécutions. Plus de 400 personnes seront impliquées, plus de 30 condamnés à mort, dont Lavoisin elle-même, brûlée vive en 1680 sur la place de Grève. Mais Louis XIV comprend aussi et surtout que ce scandale menace l'équilibre même de sa cour. Pour éviter que l'enquête n'éclabousse davantage ses proches, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait suspendre les travaux de la Chambre ardente en 1682. On va étouffer certaines affaires, on va exiler discrètement certains suspects et surtout on va imposer le silence. Que tout le monde se taise et tout le monde s'en portera bien. Du côté de la Reynie, alors la Reynie, notre commissaire Maigret de l'époque, s'en retrouve remercié. Les archives sont placées sous scellé et l'affaire
finira par s'enterrer par elle-même en quelque sorte dans l'histoire, en laissant derrière elle une traînée d'encre noire et surtout de légende. Donc l'affaire des Poisons, si vous voulez, c'est vraiment l'un des épisodes les plus sulfureux, dans tous les sens du terme, de l'Ancien Régime, parce qu'elle vient révéler des peurs. On a les superstitions, les ambitions des personnes qui évoluaient dans l'ombre du roi Soleil. Et cette affaire aussi montre que derrière les apparences de l'ordre et de la raison monarchique fermentaient en fait les passions les plus humaines, c'est-à-dire la jalousie, la vengeance, la soif de pouvoir et la soif d'amour. Et que parfois, même à Versailles, le diable trouvait sa place. Il faut bien dire aussi que cette affaire des Poisons s'inscrit dans une période charnière de l'histoire européenne. Comme on le sait, au XVIIe siècle, on a l'Europe qui commence à sortir lentement de l'ère des grandes chasses aux sorcières. Si les XVIe siècle et le début du XVIIe ont vu des milliers de femmes et quelques hommes aussi torturés et exécutés pour des accusations de sorcellerie, la deuxième moitié du XVIIe siècle vient marquer un tournant. On a la pensée rationaliste, le scepticisme judiciaire et la centralisation du pouvoir monarchique. Tout ça conduit à une diminution notable des procès pour magie. Mais cette transition est inégale. Et en France, justement, l'affaire des Poisons vient réveiller un vieux démon. Louis XIV règne, comme on le sait, sur un État extrêmement centralisé. La monarchie est soucieuse d'ordre, d'unité religieuse et tolère de moins en moins les pratiques jugées superstitieuses ou dites hérétiques. Mais comme on l'a vu, ce que révèle l'affaire des Poisons, c'est que la magie, loin de se cantonner aux campagnes ou aux marges sociales, s'est infiltrée au sein même de la cour. Or, dans la logique judiciaire de l'époque, empoisonner quelqu'un avec l'aide d'un rituel, invoquer des démons pour nuire ou pour influencer autrui, ce n'est pas seulement un crime de droit commun, c'est un acte de sorcellerie et donc, pour eux, une offense contre Dieu. On le sait que le lien entre poison et magie, c'est un lien qui est très ancien. Et dans l'imaginaire judiciaire, le poison est souvent considéré comme une arme magique, invisible, sournoise, attribuée aux sorciers et aux empoisonneurs. Ici, en fait, les juges se retrouvent face à un double dossier. Un dossier à la fois criminel et un dossier démonologique. On interroge non seulement sur les faits matériels, la possession de substances toxiques, les morts suspectes, mais aussi sur les rituels, les pactes, les maléfices. On a certains procès qui prennent une tournure quasi inquisitoriale. Les prêtres accusés de célébrer des messes noires, des témoins évoquant des apparitions du diable, des traces de pactes écrits avec le sang, enfin, on en a autant qu'on en veut. Et pour autant, la répression de la sorcellerie change de visage. Contrairement aux procès massifs du XVIe siècle, donc dans les années 1500, sont souvent dirigés par des cours locales, l'affaire des Poisons, elle, est dirigée par un pouvoir central, qui est contrôlé par le roi, ce qui n'est pas rien, et par ses magistrats. Et cette fameuse chambre ardente, qui a, comme vous l'avez compris, été créée spécialement pour l'occasion, juge dans le secret, sans appel, mais sous surveillance politique. En fait, le roi refuse que le scandale dégénère en chasse incontrôlée. Et d'ailleurs, Louis XIV interdit expressément à partir de 1682 de poursuivre quiconque pour sorcellerie uniquement. En fait, à partir de là, seuls les crimes matériels, comme l'empoisonnement, la tentative d'assassinat, peuvent justifier un procès. Et d'ailleurs, ce décret va marquer une rupture, parce qu'en pleine affaire des Poisons, la France passe de la répression religieuse de la sorcellerie à une approche plus rationalisée, centrée sur la preuve, la criminalité réelle et l'ordre social. Toutefois, je dirais que ce n'est pas non plus un hasard si ce changement de paradigme
surgit précisément au cœur de cette affaire. Parce qu'elle révèle combien la magie, encore omniprésente dans les pratiques quotidiennes, à ce moment-là, devient politiquement dangereuse lorsqu'elle touche les élites. Donc l'affaire des poisons, c'est à la fois un chant du cygne de la répression démonologique en France, telle que nous l'avons connue jusqu'au XVIe siècle, et une transition vers une justice contrôlée par le pouvoir. Mais il ne faut pas oublier qu'elle rappelle aussi que la croyance au surnaturel n'a pas disparu. Elle s'est simplement déplacée du bûcher au cabinet secret, en fait du bourg rural au couloir feutré de Versailles, du palais. Quelles ont été maintenant les conséquences de ce scandale, en fait, hein ? Alors les conséquences sur la population française ont été multiples, touchant à la fois l'imaginaire collectif, la justice, la confiance envers les élites et même certaines pratiques quotidiennes. La première répercussion, je dirais, c'est le fait qu'elle ait généré un climat de peur et de suspicion généralisée. Comme on l'a vu, c'est une affaire qui a provoqué une sorte d'onde de choc, littéralement, dans tout le royaume. Et le fait que des femmes de la haute société, donc respectables en apparence, aient eu recours à des empoisonnements et à des messes noires, crée un sentiment de paranoïa aiguë. Parce que si les grandes dames, comme on disait alors, se livrent à de tels actes, qui peut-on encore croire vertueux ? Pas grand monde apparemment. Donc dans les villes, la population devient vite soupçonneuse. Une mort soudaine, un malaise inexpliqué, un héritage rapide, tout devient un peu suspect quand même. On va se méfier des herboristes, des sages-femmes, des apothicaires, donc futurs pharmaciens, et même des confesseurs. On a les dénonciations qui se multiplient, alors parfois injustifiées bien sûr, dans un climat proche de la délation déjà. Ensuite, on a la deuxième conséquence qui est la stigmatisation des femmes dans certaines professions. Et oui, là, on a de nombreuses femmes qui sont indirectement touchées. En fait, l'affaire révèle que les empoisonneuses, comme la fameuse La Voisin, exerçaient souvent des métiers liés aux soins ou à la divination. Sages-femmes, on l'a vu, les fameuses faiseuses d'anges aussi, qui pratiquaient des avortements, des guérisseuses et des cartomanciennes. Ces professions, souvent tenues par des femmes pauvres, mais influentes dans leur communauté, deviennent suspectes. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer que les autorités vont commencer à surveiller, voire interdire, certaines pratiques associées aux remèdes de bonnes femmes, comme on disait, et comme on dit toujours. La médecine populaire décline et les professions dites féminines de santé perdent en légitimité face à une médecine masculine beaucoup plus académique et beaucoup plus contrôlée. Du côté de la justice, alors ici, effectivement, la justice royale profite de l'affaire pour affirmer d'autant plus son autorité. On a vu, l'enquête menée par l'Araignée renforce le rôle de la police et des fameux tribunaux d'exception comme la Chambre ardente. La monarchie absolue montre ainsi qu'elle peut intervenir dans les affaires les plus sensibles, même et avant tout celles touchant la noblesse et l'aristocratie. Ça va s'accompagner d'un resserrement du contrôle social. La vente de substances toxiques devient strictement réglementée, par exemple. On va surveiller les marchés, les pratiques de divination, les petites boutiques, les apothicaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le pouvoir royal se veut non seulement juge, mais aussi moraliste. Et en 1682, justement, en plein cœur de l'affaire, je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, Louis XIV a promulgué un édit capital.
Désormais, la sorcellerie ne pourra être poursuivie que si elle s'accompagne d'un délit matériel, meurtre, empoisonnement, etc. Il ne s'agit pas d'un geste, disons, de panique. C'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais c'est un vrai choix politique, ici. En fait, le roi veut éviter les procès théologiques incontrôlables et les débordements des juges un peu trop zélés. Ça va marquer la fin de la chasse aux sorcières institutionnelle en France. Du côté de la population, ça va signifier aussi une sécularisation progressive de la justice et un recul de la terreur religieuse. Mais comme on l'a vu, les croyances, elles, ne disparaissent pas. Elles se cachent, se transforment et se murmurent. Et le dernier point, alors c'est un point que l'on retrouvera bien évidemment dans d'autres affaires plus tard, dans d'autres scandales plus tard, jusqu'à aujourd'hui. On a un imaginaire durable de complot et de noirceur liés aux hautes sphères. En ce qui nous concerne ici, l'affaire va laisser une trace profonde dans l'imaginaire collectif. Le peuple, qui est déjà très distant de cette noblesse, de cette aristocratie, voit désormais Versailles non seulement comme un lieu de luxe, voire de luxure, mais aussi comme un théâtre de duplicité, d'intrigue, de débauche et de crimes cachés. C'est un sentiment qui va nourrir une méfiance croissante envers les élites, qui va s'exprimer encore plus violemment au XVIIIe siècle à l'approche de la Révolution, Pluton en Verseau. L'idée que les puissants se croient au-dessus des lois, capables de pactiser avec le diable pour conserver leur pouvoir, deviendra un mythe persistant. Je vais laisser les quelques mots de conclusion à notre chroniqueuse préférée, notre observatrice privilégiée, donc qui est Madame de Sévigné. Parce que Madame de Sévigné, il ne faut pas oublier, elle faisait partie de la haute société parisienne et disposait de nombreuses connexions à la cour de Louis XIV. Donc même si elle n'a pas été impliquée personnellement dans l'affaire, et grand bien lui fasse, elle en a entendu parler très tôt et en a suivi les développements avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai que ces lettres constituent une source précieuse pour comprendre aussi la façon dont les élites de l'époque percevaient cet événement et réagissaient à cet événement. À Paris, mercredi 22 juillet. Encore un petit mot de la Brinvilliers. Elle est morte comme elle a vécu, c'est-à-dire résolument. Elle entra dans le lieu où l'on devait lui donner la question. Et voyant 3 seaux d'eau, « C'est assurément pour me noyer, dit-elle, car de la taille dont je suis, on ne prétend pas que je boive tout cela. » Elle écouta son arrêt dès le matin, sans frayeur ni sans faiblesse. Et sur la fin, elle le fit recommencer, disant que ce tombereau l'avait frappée d'abord et qu'elle en avait perdu l'attention pour le reste. Elle dit à son confesseur, par le chemin, de faire mettre le bourreau devant elle afin de ne point voir, dit-elle, ce coquin de Degré qui m'a prise. Il était à cheval devant le tombereau. Son confesseur la reprit de ce sentiment. Elle dit « Oh mon Dieu, je vous en demande pardon, qu'on me laisse donc cette étrange vue. » Et monta seule et nu-pieds sur l'échelle et sur l'échafaud.
et fut un quart d'heure miraudé, rasé, dressé et redressé par le bourreau. Ce fut un grand murmure et une grande cruauté. Le lendemain, on cherchait ses os, parce que le peuple disait qu'elle était sainte. Elle avait, disait-elle, 2 confesseurs. L'un disait qu'il fallait tout dire et l'autre non. Et elle, de cette diversité, disant « Je peux faire en conscience tout ce qu'il me plaira », il lui a plu de ne rien dire du tout. Penautier sortira un peu plus blanc que de la neige. Le public n'est point content. On dit que tout cela est trouble. Admirez le malheur. Cette créature a refusé d'apprendre ce qu'on voulait et a dit ce qu'on ne demandait pas. Par exemple, elle dit que M. Fouquet avait envoyé Glaser, leur apothicaire empoisonneur, en Italie pour avoir d'une herbe qui fait du poison. Elle a entendu dire cette belle chose à Sainte-Croix. Voyez quel excès d'accablement et quel prétexte pour achever ce misérable. Tout cela est bien suspect. On ajoute encore bien des choses. Mais en voilà assez pour aujourd'hui. C'était L'Affaire des Poisons, présentée par le Bureau des Affaires Célestes, avec Janine Milange dans le rôle de Madame de Sévigné. Les sources sont issues du site gallica.fr et de l'ouvrage de Claude Quetel intitulé L'Affaire des Poisons, crimes, sorcellerie et scandales sous le règne de Louis XIV.